Dans cette vidéo, nous allons faire des rappels concernant les lois électriques et nous allons voir comment les mettre en application sur les circuits pour en calculer les paramètres. Première partie, nous allons faire quelques rappels concernant le courant électrique. Alors d'abord, on se souvient que le courant électrique, c'est un flux d'électrons. Par convention, le courant électrique circule dans le sens inverse des électrons. C'est-à-dire qu'il circule de la borne plus vers la borne moins. Les électrons sortent de la borne moins, sont attirés spontanément vers la partie positive de la pile. Le courant électrique, on convient, c'est une convention, qu'il circule dans l'autre sens. Donc sur mon circuit ici, mon alimentation, ma pile, borne plus, borne moins, le courant sort de la borne positive et va rejoindre la borne négative. Ici, en fait, il va se partager en toutes les branches du circuit. Et ceci, on va voir qu'on appelle ça un nœud. Une chose très importante, c'est que dans un circuit, le courant ne peut circuler que s'il y a une source d'alimentation, ici par exemple une pile, et si le circuit est fermé. Si le circuit est ouvert ou s'il n'y a pas de source d'alimentation, il n'y a pas de courant électrique qui pourra circuler. Le courant électrique se mesure en ampères. Le symbole de l'ampère, c'est A. En électronique, on utilise beaucoup le symbole du milliampère, 10-3, du microampère, 10-6. En électrotechnique, on va plutôt travailler avec des forts courants. On utilise fréquemment les kiloampères. Pour mesurer un courant électrique, on utilise un ampère-mètre. Bien entendu, comme on a vu que le courant électrique, c'est un flux d'électrons, pour mesurer ce flux d'électrons, il faut que l'appareil soit traversé par le flux d'électrons. Donc l'ampère-mètre doit être placé en série dans le circuit. On voit tout de suite que sur une carte électronique qui a été fabriquée, c'est extrêmement difficile de couper un circuit, une piste électronique et de placer un ampère-mètre. Donc on voit tout de suite la difficulté pour mesurer. Il faut interrompre le circuit et ce n'est pas toujours possible sur un système réel. Les électrotechniciens, eux, en mesure de fort courant, ils ont une astuce. Ils utilisent une pince ampère-métrique, c'est-à-dire une pince qu'ils vont placer autour d'un fil électrique qui dépasse pour mesurer le courant. Mais nous, en électronique, on n'a pas cette astuce. Alors, on va voir que pour mesurer les courants, en fait, on va passer par une mesure de la tension parce qu'on va voir qu'il y a une relation entre la tension et le courant aux bornes des résistances. Parlons à présent des tensions. Alors, qu'est-ce que la tension? La tension, c'est une force qui va déplacer les électrons le long d'un conducteur, le long d'un fil conducteur. La tension, on va la mesurer en volts. Le symbole du volt, c'est V. En électronique, on utilise le symbole du millivolt, 10-3 volts, du microvolt, 10-6 volts. En électrotechnique, on utilise beaucoup le kilovolt, 10 puissance 3 volts, le mégavolt, 10 puissance 6 volts. Le principe, c'est que quand on va appliquer à un conducteur une certaine tension, les électrons libres contenus dans les fils conducteurs vont se déplacer. Les conducteurs, ce sont des métaux, ils ont la propriété que les électrons qui sont sur les couches périphériques sont facilement mobiles et donc quand ils vont être soumis à une tension électrique, eh bien, ils vont se mettre en mouvement. Donc finalement, la tension, c'est comparable à une pression et la force du courant électrique est proportionnelle à cette tension. Plus la pression électrique, la tension est importante, plus le courant sera important. Pour mesurer la tension, on utilise un voltmètre. Contrairement à l'ampère-mètre, le voltmètre, lui, on va le placer à l'extérieur du circuit. Donc on a deux manières de le placer, soit aux bornes d'un composant, qui nous permet de mesurer la tension aux bornes de ce composant, soit quelquefois on veut la valeur de la tension en un point par rapport à une référence, donc en l'occurrence par rapport à la référence de masse du circuit. Donc la masse, souvent c'est la borne moins de l'alimentation, donc on ramène souvent le point de tension par rapport à la masse, combien on a. Donc ici, sur notre circuit, le point de référence du circuit, il est là. Tous ces points sont au même potentiel qui nous sert de référence, c'est la masse. Petit aparté, ici j'ai représenté le symbole du pile. De façon générale, le symbole d'un générateur de tension, voilà, c'est un rond parcouru d'un trait avec plus et moins pour indiquer le sens de la tension dans le cas d'un générateur continu.
La mesure de tension est très fréquente sur les circuits parce qu'elle nous permet de faire des dépannages, de faire des mises au point, de savoir par exemple, on va mesurer une tension, à partir de la tension on va en déduire la valeur du courant, savoir si par exemple un transistor est saturé ou s'il est bloqué, c'est utilisé, ça va beaucoup nous... Alors voyons comment nous fléchons les tensions sur un circuit. Donc ici j'ai représenté mon circuit, borne plus et moins du générateur, et le courant qui sort ici de la borne plus et qui se répartit dans le circuit. Pour flécher les tensions, il va falloir respecter deux conventions. La première, c'est que tout ce qui va être alimentation aux bornes des générateurs, eh bien, on va flécher le courant qui sort et la tension aux bornes du générateur dans le même sens. Le courant qui sort du générateur et la tension à ces bornes ont le même sens. Donc pour un générateur, le courant et la tension, les pointes de flèche vont dans le même sens. Pour toutes les autres parties du circuit qui ne sont pas des générateurs, ce sont donc des récepteurs, c'est-à-dire des appareils qui vont recevoir le courant pour fonctionner. Donc ici la résistance, donc dans la convention récepteur, le courant qui rentre dans le récepteur et la tension sont fléchés en sens inverse. C'est-à-dire que pour les résistances, le courant va dans ce sens, la tension va dans celui-là. Courant et tension, des fléchages en sens inverse. Donc c'est la même chose pour la résistance R2 et c'est la même chose pour la résistance R3. Ça c'est très 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 important à respecter, hein, bien connaître cette règle, sinon c'est impossible de faire des calculs cohérents sur un circuit. Voyons maintenant les lois électriques qui vont nous servir à faire des calculs. La première, c'est la loi des nœuds. Elle porte sur les courants. C'est l'une des lois de Kirchhoff. C'est un physicien qui les a découvertes. Alors, que dit cette loi? Cette loi dit que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants qui sortent du nœud. Alors, je reprends un exemple, mon circuit. Ici, toujours le même, le courant I1 qui sort du générateur, qui se sépare en deux. Et bien justement, le point de partage du courant, ça s'appelle un nœud. Pour le premier nœud ici, I1 est le courant qui va vers le nœud. On dit que c'est le courant qui entre dans le nœud. I2 et I3 sont les courants qui s'éloignent du nœud. On dit que ce sont les courants sortant du nœud. Eh bien, la loi de Kirchhoff dit que la somme des courants qui rentrent est égale à la somme des courants qui sortent. Donc, à ce nœud, je peux écrire que I1, courant entrant, est égal à I2 plus I3, courant sortant. Maintenant, deuxième nœud. Dans ce nœud ici, I2 et I3 sont les courants entrant dans le nœud. Ils se dirigent vers le nœud. Et I1 va être le courant sortant du nœud, le courant qui va revenir vers le générateur. I2 et I3, donc, si je fais la somme des deux courants entrants, c'est égal à l'unique courant sortant, c'est égal à I1. En fait, c'est la même loi, hein, les nœuds sont un fonctionnement qui va être symétrique l'un de l'autre. Alors, deuxième loi de Kirchhoff, qui s'appelle la loi des mailles et qui porte sur les tensions. Alors, que dit cette loi? Elle dit que dans une maille, la somme algébrique des tensions de la maille est nulle. Alors, une maille, c'est un circuit qui est fermé. La somme algébrique, ça veut dire qu'on va tenir compte de la tension, de la flèche de tension, en tenant compte de son sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on parcourt la flèche vers la pointe ou est-ce qu'on parcourt la flèche vers la queue de la flèche? Par exemple, dans ce circuit ici, donc, je définis une maille. Une maille, c'est un circuit fermé. Voilà, ici, j'ai une maille. Bien. Je vais parcourir par convention, je vais choisir de parcourir la maille dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, donc, je parcours, si je tourne dans ce sens-là, je vois que je parcours la tension U de la queue vers la pointe, et puis U1 de la pointe vers la queue, et U2 de la pointe vers la queue. Donc, je vais compter différemment mes tensions selon que je les parcours dans ce sens-là ou que je les parcours dans ce sens-là. Donc, quand je parcours une flèche dans ce sens-là, la tension est comptée positivement. Ici, c'est le cas de U. U est comptée positivement. Maintenant, quand je parcours une flèche dans le sens inverse, c'est-à-dire de la pointe vers la queue, je vais compter la tension négativement. Donc, U1 ici, je la parcours dans ce sens-là, donc je la compte négativement, moins U1.
et U2, je la parcours dans ce sens-là, donc je la compte négativement, moins U2. Donc c'est pour ça qu'on dit que la somme algébrique, en fait une somme algébrique, ça peut être une somme avec une différence, c'est-à-dire elle tient compte du sens. Donc la somme algébrique des tensions sur la maille est nulle. Je remarque ici que ceci là, moins U1, moins U2, je peux le faire passer de l'autre côté, ce qui me donne U égale U1 plus U2. Si je regarde ce que ça donne sur mon circuit, U est là, entre ce point et ce point. Donc la tension U entre ce point et ce point, c'est la tension U2 plus la tension U1. C'est assez logique, je pars et j'arrive, je pars du même point et j'arrive au même point. Donc U égale U2 plus U1. Deuxième maille sur mon circuit. J'ai un autre circuit fermé ici. Voilà. Donc si je la parcours dans ce sens, eh bien U2 dans le sens des aiguilles d'une montre, moins U3 égale 0. Donc maille 2, U2 dans le sens normal, moins U3 parce que je la parcours dans le sens inverse égale 0. Autrement dit, U2 est égal à U3. Enfin, j'ai une troisième maille sur mon circuit. Si j'applique ma loi des mailles, donc U moins U1 moins U3 égale 0, j'ai fini. Que je peux encore écrire U égale U1 plus U3 si je fais passer ces deux membres de ce côté-là. Je regarde que U, c'est le point de tension entre celui-ci et celui-ci. Et bien, U1 plus U3, c'est la même chose. U3 plus U1. Je pars du même point et j'arrive au même point. Ici, là, je répète, c'est le même potentiel. Il n'y a pas de chute de tension. Là, tout ça, c'est pareil. C'est comme si c'était regroupé en un point unique. Alors, on va voir que si on combine les équations de deux des mailles, eh bien, on retrouve l'équation de la troisième. Toujours sur notre circuit, donc, maille 1, U égale U1 plus U2. Maille 2, U2 égale U3. Eh bien, si je remplace ici comme U2 égale U3, je remplace le U2 qui est là par U3, je trouve U égale U1 plus U3, ce qui est bien l'équation de la maille numéro 3. Maintenant, je considère l'équation de la maille numéro 1 et l'équation de la maille numéro 3. Donc, U ici est égal à la fois à U1 plus U3 et U1 plus U2. Si je simplifie par U1, je trouve que U2 est égal à U3. C'est bien l'équation de la maille numéro 2. Et enfin, si je combine l'équation de la maille 2, U2 égale U3, avec celle de la maille 3, U égale U1 plus U3, je remplace tout simplement U3 ici par U2, j'ai le droit puisque U2 égale U3. Et qu'est-ce que je trouve? U égale U1 plus U2. C'est bien l'équation de la maille numéro 1. Maintenant, une relation très importante, c'est la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm, c'est une loi qui s'applique aux bornes d'une résistance. Alors, elle est particulièrement importante parce qu'elle va faire le lien entre le courant et la tension. Donc, j'ai une résistance qui est parcourue par un courant. Ici, je flèche le courant dans ce sens-là. Donc, par définition, comme c'est un récepteur, la tension est fléchée dans l'autre sens. À remarquer que j'aurais pu très bien flécher le courant comme ça et la tension dans ce sens-là. J'ai le droit tout à fait, à condition de respecter ça, c'est-à-dire le fléchage en sens inverse du courant et de la tension. Eh bien, la loi d'Ohm dit que U, la tension aux bornes de la résistance, est égale à RI. Autrement dit, la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle au courant et la constante de proportionnalité, c'est la résistance. Souvent, dans un circuit, je vais pouvoir mesurer U, je vais connaître R parce que je connais le code couleur et je vais pouvoir en déduire I. I va être égal à U sur R. Alors, voyons en résumé sur notre circuit quelles sont les lois que nous allons appliquer pour faire des calculs. Quelles sont les lois qu'il faut avoir en tête, qu'il va falloir utiliser. Ça va nous servir de boîte à outils dans laquelle on va piocher en fonction de nos besoins pour pouvoir faire des calculs sur ce circuit. Première loi que nous avons vue, c'est la loi des nœuds. La loi des nœuds sur ce circuit dit que I1 est égal à I2 plus I3. Remarquez que je ne l'écris pas pour tous les nœuds, puisque ici c'est pareil que d'écrire I2 plus I3 égale I1, ça n'apportera rien. Donc j'ai une première loi, la loi des nœuds. Ensuite, j'ai mes lois des mailles. Maille 1, U égale U1 plus U2, maille 2, U2 égale U3, et maille numéro 3, U égale U1, ici plus U3. Ensuite, je vais appliquer mes lois d'Ohm.
aux bornes de chacune de mes résistances. Donc, aux bornes de R1, U1 égale R1I1, hein, attention au fléchage. Aux bornes de la résistance R2, ici, U2 égale R2 fois I2. Et aux bornes de la résistance R3, U3 égale R3 fois I3. On va voir qu'en fait, on combine souvent ceci, c'est-à-dire qu'on va souvent remplacer U1, les tensions qui sont ici, directement en les écrivant. Au lieu d'écrire ici U1, on écrit R1I1, au lieu d'écrire U3, on écrit directement la loi d'Ohm à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on écrit souvent ici que R2I2 égale R3I3, pour la première. Ici, U, ce n'est pas une résistance, donc on ne peut pas l'écrire différemment. Mais U1, on peut le remplacer par son expression, par la loi d'Ohm, R1I1, plus U3, R3, I3. Et enfin, dans la maille numéro 2, U égale R1, I1 pour U1, plus U2, R2, I2. Donc on mélange un peu tout ça, hein, toutes ces équations. Ça dépend ce qu'on va chercher, ce dont on va avoir besoin de calculer sur le circuit et ce qu'on connaît. Quelles sont les choses qu'on connaît, quelles sont les choses qu'on cherche. Typiquement sur un circuit, par exemple, on connaît une partie des résistances, on connaît la tension de l'alimentation, et puis on veut, par exemple, avoir une valeur particulière de la tension en un point, quelle doit être la valeur de la résistance. Ou bien on veut une valeur particulière du courant en un point, quelle doit être la valeur de la résistance qu'on va mettre. Parce que la tension d'alimentation, elle est souvent imposée. C'est imposé par la batterie qu'on va avoir sur un téléphone, ça va être imposé par l'alimentation, la pile qu'on va avoir sur le circuit qu'on étudie. Nous allons voir maintenant un exemple d'utilisation pour des calculs sur un circuit. Alors, sur notre circuit, on suppose qu'il est alimenté en 5 volts. Alimentation en 5 volts. On connaît les valeurs de résistance, R2 et R3, on les connaît, voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est que la tension U2, ici, soit égale à 2 volts. Donc, pour que cette tension soit égale à 2 volts, comment est-ce qu'on doit fixer la valeur de R1? Quelle valeur est-ce qu'on doit donner à R1 pour que la tension ici, hein, donc c'est-à-dire cette tension-là, d'ailleurs celle U3, puisque c'est la même, puisqu'elles sont égales, on l'a déjà vu, soit égale à 2 volts. Et on nous demande de choisir la résistance dans la série E24, donc référence à ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, valeur normalisée, pour que U2 soit égale à 2 volts.